Bonjour à toutes et à tous. Alors, ma réputation d'être bavard et peu scrupuleux des time slots qui me sont concédés me précède. Bon, néanmoins, j'ai compris qu'il fallait que je vous emmène d'un quart d'heure de retard vers une pause café qui sera l'occasion de passer tous les coups de fil nécessaires pour le business. Donc, je vais essayer de faire rapidement. Je vous parlerai de transformation numérique de l'entreprise dans l'économie digitale. C'est finalement la raison d'exister de Niji. Donc, vous avez dans cette thématique 100% de notre raison d'exister, 100% de ce qu'on fait. Vous retrouvez d'ailleurs dans les couleurs de notre identité visuelle les 3 couleurs du numérique. Donc vous voyez qu'on avait largement anticipé cette révolution. Néanmoins, la marque Niji n'est pas aussi célèbre que les 3 qui m'ont précédé, donc je me suis senti l'obligation de vous en dire quelques mots. Donc notre vocation, c'est quoi? C'est clairement de vous accompagner, d'accompagner nos clients et d'accompagner les clients de nos clients, auxquels nos clients prêtent le plus souvent beaucoup d'attention, dans la révolution numérique. Alors, c'est quoi notre définition de la révolution numérique, que je vous propose d'ailleurs de partager? C'est tout simplement le fait que, depuis 3 ou 4 ans à peu près, il est acté que les usages du numérique, les usages des technologies de l'information et de la communication, si vous admettez que numérique est la contraction de technologie de l'information et de la communication, ne s'inventent plus majoritairement dans l'entreprise, ne s'inventent plus dans le contexte professionnel de l'entreprise, où ils avaient coutume de naître et de se développer, plutôt lentement, exemple le PC, depuis la nuit des temps. Depuis 3 ou 4 ans, on assiste très clairement à une situation, et c'est ça de mon point de vue la révolution, dans laquelle les usages du numérique s'inventent dans la rue, dans les mains du client, dans les mains du consommateur, dans les mains de tous les individus que nous sommes dans nos vies privées. Et la révolution à laquelle vous autres, DSI, CIO, peut-être CDO, on en reparlera, devez faire face, aux côtés de vos collègues dans l'entreprise, c'est bel et bien celle-là. Et notre vocation, telle qu'on l'a définie, telle qu'on a anticipé qu'elle allait être quand on a créé l'entreprise il y a 12 ans, c'est clairement d'accompagner nos clients et les clients de nos clients dans cette révolution numérique. Notre positionnement, il est très clairement de traiter non seulement des technologies qui restent essentielles, on l'a vu, mais également des usages. Donc l'entreprise est doublement ancrée dans une dimension marketing et dans une dimension technologique. Pour accompagner l'entreprise numérique à 360 degrés, on en reparlera, toutes les fonctions sont concernées, de l'idée à la réalité, c'est-à-dire en réconciliant des métiers traditionnellement dissociés, que sont les métiers du conseil, qui gagnent à être faits à la lumière de ce que la réalisation peut apporter de retour d'expérience, et les métiers de la réalisation qui gagnent à être faits dans une logique qui doit rester conseillante, c'est-à-dire très proche des enjeux de l'entreprise, qui invite ces métiers à se développer. Donc clairement, en Niji, c'est l'idée et la réalité, c'est le conseil et c'est la réalisation. Et c'est quelque chose de fondamental, et je terminerai là-dessus, un 3e métier qui est un formidable lien entre le marketing et la technologie, qui est le métier du design. Parce que quand c'est pas beau, on ne l'utilise pas. Parce que quand c'est ergonomique, on s'en lasse, ça n'adopte pas, ça rejette. On est dans l'infobésité aujourd'hui d'une multitude d'offres numériques qui, pardonnez-moi l'expression, nous cassent les pieds sur les multiples écrans avec lesquels on vit. Et si le design n'est pas une discipline qui s'invite dans le développement du numérique, dans le développement de l'économie digitale, alors on va vers des rejets massifs plutôt que d'aller vers des adoptions massives. Et c'est un mauvais début, en particulier pour l'e-commerce qui échouera. Donc il faut absolument inviter ce métier qui est le design entre la technologie et le marketing, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Alors, je l'ai dit, le numérique est partout, le numérique est dans la rue. Je pense que si vous ne voulez pas être à la rue, il vous faut être dans la rue. Je pense que vous avez pour fonction d'aider les entreprises dont vous êtes les DSI à ne pas être à la rue. On peut au moins s'entendre là-dessus. Et pour ça, il vous faut être un peu plus dans la rue. Et on sait tous que c'est peu la posture que nous avons par défaut, par nos éducations académiques souvent. Nous n'avons pas la posture d'être dans la rue. Nous avons des postures de sachants. Nous avons des postures d'experts, nous donnons des consultations, nous détenons le savoir, nous avons la vérité. Et la révolution numérique, c'est juste qu'il faut qu'on aille un peu plus souvent regarder ce qui se passe dans la rue. Et dans la rue, il se passe beaucoup de choses. Il se passe qu'en 2012, en France, on avait 43 millions d'internautes. Merci aux politiques d'il y a 15 ans qui a voulu ouvrir le marché des télécommunications, à l'ART, à l'ARCEP, aux opérateurs télécoms, aux grands portails d'audience, aux premiers pure players de l'e-commerce qui ont amené
à ce que, progressivement, le français s'équipe de débit, de haut débit, maintenant de très haut débit, pour s'ouvrir sur l'Internet. 26% d'entre eux ont plus de 50 ans. Donc l'idée selon laquelle le numérique, l'Internet, c'est que pour les juniors, c'est que pour les digital natives, c'est pas vrai. Les gens mûrs, les gens en passe de devenir prochainement seniors, et j'en fais partie, rassurez-vous, sont aussi tout à fait concernés par l'Internet. 73 millions d'abonnés mobiles en France en 2012, ce qui débouche sur un taux de pénétration de 111%, c'est pas mal, dont 41% de smartphones en 2012. C'est plus de 50 aujourd'hui, c'était 25 un an plus tôt. Donc une formidable pénétration des smartphones, qui sont d'ailleurs utilisés pour les 70% d'internautes qui achètent en ligne, à hauteur de 15% pour faire leurs achats. Donc 15% de 50% de 73 millions d'abonnés mobiles en France font des achats sur leur smartphone. Et 40% des Français utilisent plus de 3 écrans, 3 terminaux au quotidien, par exemple la télévision, le smartphone et le PC. 3,6 millions de tablettes vendues en 2012, 5,1 millions prévus en 2013. Je pense que la tendance est clairement celle-là. On ne peut pas oublier les médias sociaux, 26 millions de membres Facebook en France, 5,5 millions de Twitter, ça tweet ici dans la salle, on l'a vu. 70% des consommateurs utilisent leur smartphone en magasin pour utiliser des QR codes, identifier des prix, regarder les recommandations de leurs amis sur le produit qu'ils sont en passe d'acheter, peut-être tout de suite faire une recommandation sur le fait qu'il soit ici moins cher qu'ailleurs, mais quand même 47% des consommateurs qui sont dans une logique d'achat en ligne, qui finalement renoncent à cet achat, souvent au dernier moment, parce que c'est un petit peu trop compliqué. Conférer mon propos de tout à l'heure sur l'importance du design, sur l'importance de l'ergonomie, sur l'importance d'inviter ces disciplines du beau dans l'environnement technologique dans lequel nous sommes. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la transformation numérique de l'entreprise ? Je pense que vous avez ici l'exhaustivité de la question, ça a été dit, ça a été bien dit par mes prédécesseurs et en particulier mon confrère de McKinsey. La transformation numérique de l'entreprise aujourd'hui, c'est 3 choses. Ce n'est pas une de plus. La première chose, c'est je mets le numérique dans l'évolution de mon offre de produits et services. J'ai une offre de produits et services pour mes clients, pour mes usagers, lorsque je suis une administration, une institution. On parle beaucoup de consommateurs, mais il faut aussi parler d'usagers. Toutes les finalités ne sont pas marchandes. Il y a des représentants des institutions et de l'administration ici dans la salle. En tout cas, j'ai une raison d'exister. J'ai une offre de produits et services qui d'ailleurs de plus en plus réside dans un mix produits-services avec une répartition forte de la valeur entre le produit matériel et le service immatériel. Dans cette offre de produits et services, le numérique s'invite. Comment je mets de la 3D, de la réalité virtuelle augmentée, de la géolocalisation, que sais-je encore, du NFC, qui est juste une espèce de Bluetooth bis, dans l'évolution de mon offre de produits et services, que je sois dans le textile, que je sois dans l'automobile, que je sois dans la télévision payante, que je sois dans la distribution d'énergie, que je sois dans le transport ferroviaire de voyageurs. Comment j'amène le numérique dans l'évolution de mon offre de produits et services pour que celle-ci soit plus attractive, pour que progressivement la valeur se déplace de la seule économie matérielle du produit pour aller vers l'économie servicielle de la fonctionnalité. Je n'achète plus des pneus à Michelin, j'achète des kilomètres. Je n'achète plus des voitures à Renault, j'achète des services, je loue des services de mobilité véhiculée. Tout ce déplacement de la valeur vers le produit et le service, tout ce rééquilibrage de la valeur sur le couple produit-service passe par une dimension numérique extrêmement forte. Les PES-BB communicants de WeThings, par exemple, magnifique start-up française dont on parle beaucoup en ce moment, 2 awards au CES à Las Vegas en janvier dernier. Pourquoi ? Parce qu'autour de l'objet, qui est totalement banal, PES-BB c'est totalement banal, on a mis du numérique pour développer tout un tas d'intelligence qui rend l'offre beaucoup plus attractive. Toutes les mamans veulent un PES-BB de WeThings. Deuxième sujet, c'est le numérique dans la relation client et dans la relation usager pour les administrations et les institutions. Donc ça a été très largement discuté ce matin. C'est la cross-canalité, plus que la multicanalité de mon point de vue, de cette fameuse relation client. Attention, relation client à considérer très largement depuis la communication institutionnelle sur la marque. C'est là que démarre la relation client, quand je commence à communiquer sur ma marque, jusqu'à la fidélisation,
en passant bien évidemment par la promotion, la personnalisation, la vente, le service après-vente, le service client, on appelle ça différemment selon les secteurs d'activité. Ce qui est clair, c'est que la relation que chacune et chacun d'entre vous ici dans la salle avait à vos 3 marques ou à vos 3 enseignes ou à vos 3 offres de produits et services préférés est résolument cross-canal. Le point de vente se digitalise, l'interaction vocale n'est pas morte. Notre collègue de SFR pourrait attester du fait que les chiffres d'affaires dans le domaine des numéros de couleur à revenus partagés et des dialogues vocaux interactifs qu'offrent les opérateurs continuent à augmenter. Le web, bien évidemment, depuis longtemps, mais aussi les applications mobiles sur les stores, pour les smartphones et pour les tablettes, la télévision connectée qui fait son entrée, les médias sociaux, on en a parlé, les lunettes communicantes interactives bientôt, les pare-brises interactives aussi, voilà, et d'autres innovations dont je ne peux pas vous parler, elles arriveront, mais qui apporteront autant de canaux d'interaction nouveaux face auxquels il convient de se positionner et face auxquels vous avez, vous, DSI, CIO, CDO, on en reparlera, incontestablement un rôle à jouer auprès de ceux qui, dans l'entreprise dont vous êtes le DSI, traitent de cette relation client. Et bien évidemment, après qu'on ait regardé la transformation numérique vers le marché, vers les clients, vers le business, vers la compétition, il faut regarder la transformation numérique en interne autour des processus organisationnels qui sont au cœur de vos métiers, des métiers de vos collègues, au cœur des missions que vos collègues portent vis-à-vis des usagers. Ces processus organisationnels, on attend qu'ils soient de plus en plus à l'image de ce qu'est la vie numérique de tout un chacun, à savoir collaboratif, interactif, participatif, nomade, mobile. Vous savez bien qu'un salarié n'est jamais rien d'autre qu'un individu numérique que l'entreprise arrache à la rue le temps de 7 ou 8 heures par jour et qui, pendant ces 7 ou 8 heures par jour, dans le contexte professionnel de l'entreprise qu'il emploie, admet de moins en moins que son univers numérique de travail, son espace numérique de travail, disent parfois les collectivités territoriales, soit différent de son univers numérique personnel, celui avec lequel, fort heureusement, il vit les nombreuses heures de temps libre qui lui restent, en tout cas que l'entreprise lui rend. Donc voilà, quand vous avez traité de ce que le numérique amène dans l'offre de produits et services, de ce qu'il amène dans la relation client, quelle que soit l'offre de produits et services numériques ou pas, et de ce qu'il amène dans l'évolution des processus organisationnels internes, vous avez traité globalement de la transformation numérique de l'entreprise, de la contribution du numérique à l'évolution de l'entreprise. J'ai mis quelques idées clés, quelques mots-clés sur la droite que je ne commenterai pas. Alors vous, là-dedans, il y a au moins 2 choses dont on peut être absolument certain. C'est le point de départ. Once upon a time, ça s'appelait un directeur informatique. C'est à peu près là que j'ai commencé personnellement à travailler, plutôt sur la fin de la période qu'au début. Et puis ce dont on est certain aussi, c'est que les DG et les PDG, les CEO, en 2020, ils sont numériques. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 30 ans. En 2020, ils en auront un peu plus de 40. Ou aujourd'hui, ils en ont 40, ils en auront 50. Bref, ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura plus de dirigeants d'entreprise en 2020 qui, peu ou prou, ne soient pas numériques. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Eh bien, vous le savez mieux que moi, le directeur informatique est devenu directeur du ou des systèmes d'information, parce qu'on est passé dans une logique d'urbanisme, d'application outillant des métiers constituant un système ou des systèmes cohérents, congruents. Et puis, quelque chose qu'on oublie souvent, qui date plus de début 2000, la DSI a embrassé les aspects télécommunications, les réseaux. Le directeur du ou des systèmes d'information est devenu directeur des systèmes d'information et de communication. Rares sont d'ailleurs les entreprises qui ont pris soin à cette occasion de transformer la terminologie. On trouve dans quelques grandes administrations où la perception extrêmement critique du système d'information s'est faite, la perception critique du système d'information et de communication. Je pense à des ministères notamment, certains je pense sont dans la salle. Passera-t-on vers la fonction de directeur du numérique ou directeur des services numériques ou directeur des systèmes numériques? J'en sais rien. Je vous envoie la question. En tout cas, moi, ce que je propose de retenir comme terminologie, puisqu'ici c'est CIO qui nous accueille, c'est la terminologie de Chief Digital Officer, le responsable du digital, l'officier du digital, l'officier de ce que le digital, autrement dit le numérique, mais pas seulement pour sa composante technologique, aussi pour sa composante usage,
marketing, design, ce que le digital peut véritablement apporter à l'entreprise. Je pense que peu ou prou, chacune et chacun d'entre vous se reconnaîtra à un moment ou un autre dans cette terminologie de Chief Digital Officer, et en tout cas, je vous invite à l'embrasser tout entière dès à présent. Alors, c'est quoi le CDO ? Le CDO, il regarde trois choses, hein. On en a largement parlé ce matin. Il est au cœur des processus métiers et missions, toujours pour rappeler qu'il y a le monde marchand, mais il y a aussi les institutions et l'administration qui ont des missions, donc des métiers particuliers, des métiers qui ne sont pas monétisés, des métiers qui ne sont pas tournés vers des clients, des consommateurs, mais vers des usagers simplement. En tout cas, au cœur des processus métiers et missions, qui, comme je l'ai dit, sont de plus en plus interactifs, collaboratifs, nomades, mobiles, et j'en oublie, qui sont finalement en quelque sorte des business solomo. Hein, vous connaissez le solomo, le social, le local, le mobile. Hein, c'est ce qui caractérise finalement aujourd'hui l'usage du numérique par chacun d'entre nous dans nos vies privées. Eh bien, c'est tout simplement l'arrivée du solomo dans l'univers des processus organisationnels professionnels. C'est le business solomo. Donc le CDO, il est là pour transformer véritablement les processus vers une approche de type solomo. On en rajoutera peut-être encore un acronyme derrière quand on aura découvert autre chose que collaboratif, interactif, nomade, mobile. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ensuite, bien évidemment, le Chief Digital Officer, il doit être à l'écoute de la rue par lui-même. Il n'y a rien de mieux que d'observer le week-end, le soir, dans sa vie privée, ce qui se passe autour de soi, comment les gens consomment, et d'être finalement toutes antennes dehors pour ramener à la maison de très très bonnes idées et ne pas avoir à attendre nécessairement que les fameux métiers, les fonctions de ses collègues expriment la demande de ces bonnes idées, puisque finalement on peut tout simplement l'observer soi-même. Il n'y a aucune espèce de raison que nos collègues en charge de tel ou tel métier voient mieux ce qui se passe dans la rue que nous-mêmes. Pourquoi donc y serait-il plus souvent que nous ? Allons-y, observons, et on ramènera de bonnes idées qui permettront d'anticiper la demande des métiers, et notamment des métiers tournés vers le client, tournés vers le business. Donc incontestablement, la cross-canalité de la relation, je dirais, au monde, à l'usager, aux clients, aux partenaires, aux concurrents, c'est quelque chose de totalement fondamental, et la dimension consommation digitale structure complètement la fonction de Chief Digital Officer. Bien sûr, le CDO, on l'a dit, est aussi au service du salarié, juste parce que le salarié n'est pas une bête étrange, c'est un individu numérique qui accepte, par nécessité d'ailleurs souvent, de passer 7 ou 8 heures ou plus par jour au boulot. Et à quelque part, ça n'est qu'un consommateur digital enfermé ou emprisonné. Et il s'agit juste de le libérer, de l'empoweriser, pour faire un franglais, hein, et de faire finalement que cette porosité entre les usages personnels et les usages professionnels du numérique s'installe. Enfin, c'est l'histoire bête et méchante du téléphone mobile qui ne servait qu'à téléphoner jusqu'à il y a peu, hein, et la question de savoir comment on accompagnait l'usage personnel par le salarié de son mobile professionnel ou l'usage professionnel par le salarié de son mobile personnel. Simplement, maintenant, un mobile, ça ne sert plus qu'à téléphoner, ça sert à s'ouvrir sur le monde, ça sert à aller sur Internet, ça sert à faire des visioconférences, ça sert à regarder des vidéos, ça sert à tout faire. C'est le numérique avec soi dans la poche. D'ailleurs, bientôt, ça remplacera la carte bancaire et le passeport. Il y a énormément de projets sur ces sujets en ce moment. Et par conséquent, cette porosité entre usage personnel et usage professionnel du numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est juste de donner une continuité, je l'ai déjà dit, entre l'univers numérique personnel et l'univers numérique professionnel du salarié. Les anglo-saxons ont appelé ça le bring your own device. Je ne suis pas complètement d'accord d'ailleurs avec la terminologie. Ce n'est pas qu'une question de device, c'est même souvent pas du tout une question de device. C'est plus une question d'application, c'est plus une question d'usage. Une question d'usage. Quel usage j'ai de ça? Et puis dernier point, le CDO, eh bien, il a ses expertises plurielles. Alors traditionnellement, bien évidemment, ses expertises fonctionnelles, donc sa capacité à comprendre les métiers qu'il sert, les métiers qu'il empowerise numériquement parlant, et bien évidemment ses expertises technologiques, parce que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il dompte la technologie pour servir finalement les enjeux fonctionnels de ces métiers, et des expertises peut-être un peu plus nouvelles, mais en tout cas très exacerbées dans cette période de transformation numérique, des expertises financières, bien évidemment, parce qu'on a entendu tout à l'heure que CAPEX, OPEX, recours à des tiers,
Est-ce que j'achète une technologie, un service, de l'expertise, en tout cas la dimension financière, la dimension du modèle économique de cette transformation numérique de l'entreprise est totalement clé. Donc le DSI devenu CDO ne peut plus être à l'écart de ça. Et j'ajoute à dessein volontairement la dimension sociologique pour couvrir le champ plus vaste de l'utilisabilité, de l'acceptabilité, du design, de l'ergonomie, du beau, j'y reviens. Si la prochaine version annoncée de l'application critique, c'est que quand je ferai CTRL-ALT F4, j'aurai une boîte à cocher en haut à droite plutôt qu'en bas à gauche et que j'aurai payé très très cher une SS2I pour faire ça, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Si c'est tout de suite sur une tablette, ça va peut-être le faire. Si c'est CTRL-ALT F4 pour la boîte à cocher en haut à droite plutôt qu'en bas à gauche, ça ne va pas le faire. Donc aujourd'hui, les salariés, nos clients, vos clients, sont en droit d'attendre des choses immédiates, des choses ergonomiques, des choses belles, des choses qui vont donc être adoptées plutôt que rejetées. C'est la loi de la rue. Attention, oui, je vous avais dit, Jean-Pierre, qu'on parlait de souris. Hein. Attention, ne soyez pas les acteurs d'une nouvelle fracture, hein, soyez au contraire les acteurs de cette continuité numérique. Hein. Fracture numérique, souvenez-vous, depuis bientôt 20 ans, hein, rappelez-vous du mulot d'un président de la République que je ne nommerai pas, et de toutes les petites souris des présidents qui se sont succédés depuis, ça c'est une blague. La fracture numérique entre la ville et les champs, hein, la ville et les champs, quand va-t-on avoir le haut débit, le très haut débit dans les vallées des Alpes ou que sais-je. Bon, ça je crois que c'est plus trop la question aujourd'hui. Hein, grâce aux politiques, grâce aux collectivités territoriales, grâce aux opérateurs télécoms qui ont quand même investi des sommes extraordinaires pour déployer les technologies et les services, grâce à toute une conjonction de bonne volonté autour du numérique, la question n'est plus trop de la fracture entre la ville et les champs. Hein. La question est maintenant beaucoup plus celle de la fracture entre la vie privée et la vie professionnelle, entre le personnel et le professionnel. Et c'est cette fracture-là que je vous propose de prendre pour ambition d'éviter absolument, de résoudre et de gommer le plus rapidement possible. Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, à votre disposition.